Voilà, bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'équipe de l'Observatoire, je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième webinaire d'une série de 5 rencontres donc consacrées à la prévention des arnaques et à la sensibilisation de vos publics cibles à ces pratiques. Alors, le sujet de ce jour porte aujourd'hui sur les arnaques liées au bureau de recouvrement frauduleux et plus précisément donc les appels téléphoniques non sollicités et les faux bureaux de recouvrement. L'objectif de ces webinaires est de donner la parole à des experts qui vous outilleront afin de détecter, d'informer et de conseiller donc, les personnes victimes de telles arnaques. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations pratiques. Alors, ce webinaire est enregistré. Le PowerPoint et l'enregistrement vous seront envoyés par mail dans le courant de la semaine prochaine et ils seront également disponibles donc, sur le site de l'Observatoire. Vos micros et caméras sont coupés par défaut, donc évitez toutefois donc, de cliquer sur le partage d'écran afin de ne pas perturber la présentation. Alors, au niveau du timing, nous prévoyons donc 45 minutes d'exposé avec une quinzaine de minutes de questions-réponses. Attention, nous fonctionnerons uniquement donc avec des questions écrites. Nous vous invitons donc à poser directement vos questions dans la conversation donc durant la présentation. Nous les compilerons ensuite pour les soumettre donc aux experts du jour en fin de session. Si vous rencontrez des problèmes techniques ou d'accès donc à la conversation, n'hésitez pas donc à contacter l'OCE au 071 33 12 59 ou par retour d'email donc à l'adresse info@observatoire-crédit.be. Dernière petite information, suite aux 5 webinaires programmés, l'équipe de l'Observatoire donc réalisera une brochure de synthèse reprenant donc les principaux conseils, les outils et les coordonnées donc des personnes ressources. Celle-ci vous sera également donc envoyée par mail et accessible donc sur notre site. Il est grand temps pour nous donc de laisser la parole à notre oratrice et orateur du jour, donc Madame Laurence Ilson et Monsieur Mohamed Nadirou, respectivement donc inspectrice et inspecteur à la cellule fraude de masse du SPF Économie. Nous nous retrouvons donc aux environs de 9h45 pour les questions-réponses. Merci à vous et bon webinaire à vous tous. Ah voilà, merci pour l'introduction. Bonjour à tous à ce webinaire sur les faux bureaux de recouvrement, et les appels téléphoniques non sollicités. Petite table de matière, donc je vais dire 2 mots sur l'inspection économique. Ensuite, on passera aux appels sollicités, les bureaux de recouvrement frauduleux, et puis en fait quelques conseils généraux pour se prévenir contre la fraude. L'inspection économique, on n'est pas nécessairement connu par tous, notamment par les consommateurs et les entreprises, qui sont pourtant nos premiers destinataires. Donc le SPF Économie en général, sa mission c'est de créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et des services en Belgique. Ça signifie donc qu'on se charge du droit économique, du droit des entreprises et du droit des consommateurs. Nous ne sommes pas le SPF Finance, ce sont nos voisins, et ce n'est pas nous qui nous chargeons des taxes. C'est une confusion très fréquente quand on se présente. Dans le cadre du SPF Économie, donc il y a le droit des entreprises, le droit des consommateurs, il y a plusieurs services qui s'en chargent. Au sein de ce SPF, il y a la Direction générale de l'inspection économique, qui elle se charge vraiment à veiller à l'application correcte de ces règles de droit économique. Notre base, c'est le Code de droit économique et les arrêtés royaux d'exécution, mais il y a également toute une série de législations particulières pour lesquelles nous sommes compétents. J'ai indiqué ici quelques exemples, mais c'est très très loin d'être exhaustif parce qu'on en a plusieurs dizaines. Et alors, un point aussi un peu plus théorique mais intéressant, c'est qu'il faut savoir que les officiers de police judiciaire parmi l'inspection économique, ce sont des agents qui ont reçu ce titre, peuvent également contrôler certains articles du code pénal, pour autant qu'il y ait une activité économique. Et ces articles visent de manière particulièrement intéressante en fait pour les escroqueries pour lesquelles on est compétent en fraude de masse, le faux et l'usage de faux, que ce soit écrit, ceux auxquels on pense d'ordinaire ou informatique, et l'escroquerie, de manière générale, nous sommes compétents, ça couvre énormément de phénomènes divers. Mais effectivement, nous ne sommes compétents que si il y a une activité économique qui est liée au phénomène. C'était très brève présentation pour que vous sachiez d'où vient, qui est l'inspection économique. Pour passer au sujet du jour, donc on commence par ce qu'on a regroupé sous le thème des appels non sollicités, mais en réalité, il y a plusieurs modus operandi qui peuvent entrer sous ce thème. J'en ai fait une petite liste ici, pas nécessairement exhaustive, mais les principaux qu'on rencontre.
Tout d'abord, il y a les télévendeurs frauduleux. Mais même sous cette catégorisation générale des télévendeurs frauduleux, donc des gens qui appellent des appels commerciaux avec des offres alléchantes, on peut voir qu'il y a divers scénarios qui peuvent s'appliquer. Soit quelqu'un qui appelle avec une offre alléchante, le consommateur accepte, il paye et au final, il ne reçoit jamais le produit. Scénario assez simple. Il y a également le scénario des abonnements cachés. Par exemple, quelqu'un qui accepte un échantillon gratuit ou un premier produit avec une très forte réduction, mais il constate que par la suite, les mois suivants, il continue à recevoir des produits et il continue à y avoir des débits sur son compte, alors qu'à sa connaissance, il n'avait pas conclu de contrat à cette fin. Il y a également un scénario avec des contrats tacites. Donc, le consommateur reçoit un appel commercial avec une offre très intéressante, mais la personne dit « Vous inquiétez pas, je vous envoie le devis ou le contrat par email, vous y réfléchissez et puis on verra pour la suite ». Sauf qu'à l'insu du consommateur, l'email en question arrive dans ses spams et si jamais il pense à le voir, ce qu'on constate qui est écrit que l'offre lie le consommateur si jamais il ne la refuse pas expressément en déant X jours. Ce qui fait que comme le mail est dans les spams, bah souvent les consommateurs ne vont pas du tout le voir et donc l'entreprise va dire « Ah, mais vous n'avez pas refusé le contrat dans le délai indiqué, donc moi je considère qu'il y a contrat et que vous devez me payer ». Ce qui est relativement embêtant. Un autre modus operandi qui entre sous les appels non sollicités, c'est le phishing. Tout le monde connaît le phénomène du phishing, donc les emails non sollicités par lesquels vous recevez, les escrocs tentent d'obtenir vos coordonnées personnelles. Le phishing, c'est la même idée, mais par téléphone. Donc, vous recevez un appel. Très souvent, ça va être un appel de votre banque pour signaler « Ah, on a remarqué des transactions suspectes sur votre compte », pour vérifier la sécurité de celui-ci ou pour transférer vos fonds vers un compte super sécurisé de la banque, on vous demande de communiquer un mot de passe, votre code PIN ou d'utiliser votre DigiPass. Sauf que, eh bien voilà, en vous reconnectant au compte quelques heures plus tard, vous constatez que celui-ci a été vidé entre-temps. Ça, c'est assez embêtant. C'est le scénario le plus fréquent de phishing qui peut se rencontrer, mais ce n'est pas l'unique scénario. L'escroc pourrait utiliser un autre scénario pour tenter d'obtenir les données personnelles par téléphone. Toujours sous appel téléphonique non sollicité, on a également la fraude au numéro surtaxé. Donc, à votre insu, vous devez appeler un numéro payant ou, c'est pas vraiment un appel, mais vous vous retrouvez abonné à un service par SMS surtaxé. Par exemple, en suivant un pop-up sur votre smartphone, en naviguant sur Internet sur votre smartphone, vous suivez un pop-up et en fait, à votre insu, vous vous retrouvez abonné à un service par SMS surtaxé, même volontairement, ce qu'il y a eu quand on était tous adolescents, il y a eu les fonds d'écran pour smartphone et les sonneries spécifiques qu'il fallait acheter par SMS, mais en fait, c'était des abonnements. Une autre fraude avec un nom un peu spécial, c'est la fraude Wangiri. Donc là, en fait, le consommateur reçoit un appel en absence ou alors il reçoit un message téléphonique qui lui dit « Ah, mais veuillez nous rappeler de manière urgente, c'est très important que vous nous rappeliez ». Et puis, il rappelle effectivement ce numéro, qui est très souvent un numéro étranger, pas uniquement, très très souvent. Et à son insu, il s'agit d'un numéro surtaxé et il en paiera les frais à la fin du mois lorsqu'il recevra la facture de son opérateur téléphonique. Un dernier scénario sous cette catégorie, il y a également les arnaques Windows. C'est un peu la même chose que pour le phishing. C'est une forme spécifique de phishing. Le consommateur reçoit un appel des services de Microsoft indiquant « Ah, mais votre ordinateur est absolument infecté de virus, on a reçu une alerte, on veut vous aider, merci de me donner le contrôle du PC. » Et alors, on vous indique que pour le service de désinfecter votre ordinateur, il faudra payer un tout petit dédommagement, mais ce n'est que 5 à 10 €, donc vraiment une somme très très modeste pour un service essentiel parce que votre PC est sur le point d'être totalement bloqué ou vos comptes d'être vidés puisqu'il y a ces virus qui sont en train de travailler sur votre PC. Au moment dont vous donnez le contrôle de l'ordinateur à ce service, et puis au moment du paiement, en fait, il y a une page noire qui s'affiche et vous devez recommencer le paiement. À votre insu, cette page noire indique qu'en réalité, c'est
votre correspondant qui a pris le contrôle de l'application de paiement, et au moment où vous tentez de faire le deuxième paiement, c'est un montant beaucoup plus important qu'il va entrer. Éventuellement, il a obtenu également vos coordonnées bancaires, donc il continuera à faire des virements par la suite à partir de votre compte bancaire. Ce qui est assez embêtant, forcément. Quelques conseils sur comment reconnaître ce type d'escroquerie, comment être sur vos gardes. Sachez que toute entreprise qui vous appelle est censée a des obligations d'information précontractuelle. Elle est comme lorsque vous naviguez sur internet, eh ben, c'est un potentiel contrat à distance qui va se former, donc elle est obligée de s'identifier très clairement. Si jamais il y a une offre, elle est obligée de vous indiquer très clairement les caractéristiques de l'offre. Puisqu'il s'agit d'un contrat à distance, vous avez un droit de rétractation. Elle doit pouvoir vous expliquer également ce droit de rétractation et comment vous pouvez l'exercer. Si vous ne pouvez pas recevoir ces informations de manière très claire, raccrochez tout simplement, c'est la meilleure solution. Sachez également, ça a été dit et redit et ça continuera à être répété, une banque ne demandera jamais de communiquer un mot de passe ou un code PIN par téléphone. Absolument jamais. Règle d'or, votre banque vous appelle et vous demande votre mot de passe, votre code PIN, vous raccrochez, ce n'est pas elle. Si jamais vous avez des inquiétudes par rapport à votre compte, rappelez votre banque à partir du numéro de téléphone connu de votre banque, pas le numéro qui vous a appelé. Sachez également que Microsoft est une entreprise internationale, elle n'exerce pas de surveillance spontanée sur les ordinateurs des personnes privées. Microsoft n'appellera jamais pour signaler spontanément des problèmes informatiques. Si jamais vous recevez un appel semblable, raccrochez immédiatement. Il n'y a pas de virus sur votre ordinateur. Sachez, ils peuvent être relativement convaincants parce qu'ils vous demandent d'introduire un certain code sur votre ordinateur pour vous montrer les virus qui existent, mais c'est totalement apparent, ce n'est pas des virus réels, donc raccrochez immédiatement. Et si jamais vous avez encore des craintes, contactez votre propre informaticien. Un autre élément que vous pouvez utiliser pour reconnaître ce type de phénomène, c'est consulter la liste grise publiée sur le site du SPF Économie. Cette liste grise a été développée avec le Centre européen des consommateurs et elle se trouve sur notre site. Ici, vous avez simplement les onglets à suivre pour arriver jusqu'à la page avec les télévendeurs pour lesquels nous avons reçu de très nombreux signalements. D'autres types pour les reconnaître. Si jamais vous recevez un appel en absence inattendu d'un numéro étranger que vous ne connaissez pas, ne rappelez simplement pas ce numéro. Si jamais c'est un message réellement important à vous communiquer, ils vous rappelleront eux-mêmes. Et même là, méfiez-vous, parce que si jamais c'est quelque chose d'inattendu, finalement d'étranger, il y a quand même une sonnette d'alarme qui doit retentir, c'est potentiellement un piège. Si jamais on vous demande d'appeler un numéro qui commence par 0900, par 0900, ou qui commence par 070, sachez qu'il s'agit de numéros payants. Donc vous aurez votre facture à la fin de mois qui sera augmentée. Sachez également, un bon truc à savoir, c'est que si jamais vous avez déjà un contrat avec une entreprise, vous avez commandé quelque chose et vous voulez appeler le service clientèle, l'entreprise est obligée de vous fournir un numéro de téléphone gratuit pour contacter ce service clientèle. Si jamais vous ne recevez qu'un numéro payant, c'est une violation de vos droits de consommateur. Vous pouvez vous en plaindre. Et alors, il y a les tips pour reconnaître les abonnements cachés, mais je ne vais pas les développer puisqu'ils ont été déjà présentés très clairement la semaine passée, il y a 2 semaines, pardon, par le Centre européen des consommateurs, que vous pouvez donc revoir sur le site de l'Observatoire des crédits et surendettement. Et sachez également que le SPF Économie a également publié un webinaire sur ce sujet il y a 1 an et demi à peu près, et ça se trouve sur la chaîne YouTube du SPF Économie. Comment pouvez-vous réagir si vous avez quand même été victime de ce type d'escroquerie? Si jamais vous vous retrouvez abonné à un service par SMS surtaxé, envoyez stop au numéro qui vous contacte en majuscule. Normalement, ça doit mettre fin à l'abonnement. Si jamais ils ne mettent pas fin à cet abonnement, vous pouvez contacter votre opérateur téléphonique pour lui signaler que vous avez un problème avec ce numéro surtaxé. Il pourra prendre des mesures de son côté. Ce que vous pouvez également faire de manière préventive, c'est vous inscrire sur la liste Ne m'appelez plus. Donc c'est un registre que les entreprises belges qui veulent passer des appels commerciaux
vers les consommateurs belges sont obligés de consulter avant de passer cet appel. Si jamais une personne est inscrite sur cette liste Ne m'appelez plus, l'entreprise ne peut pas appeler ce consommateur à moins que le consommateur ait marqué expressément son accord pour être contacté par cette entreprise. Si vous êtes abonné à Proximus ou Electrabel et que vous acceptez donc qu'ils vous contactent par rapport à votre facture ou pour vous proposer des offres moindres pour pour les services dont vous bénéficiez, évidemment que ceux-là pourront vous contacter. Mais le reste des entreprises ne pourront pas. La seule limite avec cette petite liste, c'est que ça ne vaut que pour les entreprises belges. On ne peut pas encore l'imposer aux entreprises étrangères, mais c'est un premier pas. Ce que vous pouvez également faire, si jamais vous avez communiqué vos coordonnées bancaires, ou si jamais il y a eu effectivement un paiement, appelez immédiatement CarteStop au numéro qui est indiqué ici et prévenez immédiatement votre banque. Avec un peu de chance, si vous venez tout juste de raccrocher, ils pourront peut-être faire quelque chose pour bloquer l'opération. Même si jamais ils ne peuvent pas le faire, ils peuvent signaler à la banque du bénéficiaire que ce compte-là est potentiellement frauduleux et la banque du bénéficiaire pourra ouvrir éventuellement un dossier de contrôle à l'égard de ce compte. Ça ne vous aidera pas nécessairement, mais ça permet déjà de prendre des mesures quelque part à l'égard de l'escroc. Si jamais vous avez fait le paiement par carte de crédit, vous pouvez contester celle-ci via macarte.be, ça vaut pour les Visa et pour les Mastercard, car il faut savoir que les cartes de crédit bénéficient d'une protection plus large, donc vous avez un peu plus de chances d'obtenir un remboursement dans ce cas-là. Si jamais vous avez effectivement perdu de l'argent, on vous invite également à déposer plainte auprès de votre police locale. Et enfin, on vous invite à introduire un signalement via le point de contact du SPF Économie. Le lien est ici à l'écran et je vous en reparlerai encore en fin de présentation. Pour arriver également, second sujet, les bureaux de recouvrement frauduleux ou les faux bureaux de recouvrement. Pour commencer, j'ai pensé à vous donner un petit témoignage qui devrait normalement fonctionner. Mijn buurvrouw kreeg telefoon dat ze zoveel geld verschuldigd was, 490 euro. En als ze dat niet zou betalen, dat dat met deurwaarderbeslag zou geïnd worden. Ik dacht, ja, je hebt helemaal niks getekend, je hebt ook helemaal niks ontvangen. Er kan van jou geen geld gevraagd worden, dus je hoeft dat niet te betalen. Het is een Nederlands bureau, dat is niet bevoegd in België. En ze vragen jou van over te schrijven op een Nederlands bankrekeningnummer, maar dat is ook niet correct. Dus ik zei tegen mijn buurvrouw, volgens mij is dat fraude. Maar een paar weken later kreeg zij dus een tamelijk professioneel opgestelde mail, waarin dat er dus gezegd werd, je hebt nog altijd niet betaald. Er zal een deurwaarder komen op die dag, die zal boedelbeslag nemen, die heeft een slotenmaker mee. Als je weigert open te doen, wordt de deur geforceerd. En als we daarmee met dat boedelbeslag nog niet voldoende geld kunnen verwerven, dan zullen we bijkomende beslagen inleggen. En je mag deze mail ook zeker aan niemand laten zien, stond er op het einde bij, want dat is alleen voor u bedoeld. Uiteindelijk is de datum waarop dat de deurwaarder zou komen aangebroken. En wat is er gebeurd? Helemaal niets. Ik denk dat het iedereen kan overkomen, omdat het soms echt professioneel lijkt. Dus die website van die zogezegde deurwaarders, dat leek heel professioneel en die hebben zeker juridisch advies gehad bij het opstellen van die website. Dat leek heel professioneel. Je moet eigenlijk al een beetje beginnen peuteren vooraleer je vaststelt van nee, dit klopt toch niet. Alsjeblieft, geloof niet elke telefoon en elke e-mail. Ga altijd controleren of die mensen echt wel bestaan, of die naam die ze opgeven echt wel gekend is, en of dat adres dat ze opgeven wel klopt. En geef vooral je geld niet zomaar weg aan mensen die via telefoon of e-mail jou bedreigen, want in feite is het bedreigen. Hè. Désolée pour ceux chez qui ça n'a pas fonctionné, j'ai publié le lien YouTube. Et voilà, c'était juste un petit témoignage parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Et comme ils peuvent être très crédibles, les gens se laissent fréquemment piéger malheureusement. Bon, on a vu une description du modus operandi complet. Donc en fait, en général, ça commence
par l'appel dont je vous ai parlé avec un contrat tacite, c'est-à-dire qu'un télévendeur appelle, propose un contrat à des conditions très avantageuses et propose d'envoyer les informations complémentaires par email en indiquant vous y réfléchissez et nous verrons. Sauf que le mail atterrit dans les spams. Dans le mail, il y a la mention à moins d'un refus exprès de votre part en disant X jours, le contrat est conclu et vous devrez autant. Et puis, en fait, plus rien ne se passe. Donc, le consommateur a vu ou n'a pas vu le mail, il a refusé ou il n'a pas refusé, mais en tout cas, il n'y a plus rien pendant quelques mois. Et puis, tout à coup, il reçoit un email ou parfois un courrier papier, mais maintenant, c'est très souvent des emails, d'une agence de recouvrement qui indique, ben voilà, vous êtes redevable d'une somme de autant et merci de payer immédiatement, à défaut de quoi vous serez immédiatement saisi, tout va bien, votre argent, votre maison, votre voiture seront saisis dans les prochains jours. Oui. J'ai ici un mail d'exemple de ce type de message de paiement d'un bureau de recouvrement apparent. Donc comme vous voyez, c'est relativement crédible quand on ne sait pas à quoi faire attention. Et surtout, ça met énormément la pression sur les gens puisque bon, ils font quand même référence à l'appel. Donc a priori, vous pouvez penser qu'il y a également effectivement une dette qui est due avec le montant à payer. Et puis il y a simplement, ben voilà, vous avez reçu le mail le 22 juin et la saisie est annoncée 3 jours plus tard, le 25 juin. À défaut de paiement avant cette date, un huissier se présentera chez vous avec un policier et un surveillant et ils saisiront tous vos biens. C'est effectivement une énorme pression, ça peut vraiment mettre le doute chez les gens. Comme vous constatez, il y a également des numéros de téléphone, un pour la Wallonie et un pour la Flandre. Et si jamais vous appelez effectivement ce numéro, dans certains cas, il y a effectivement un service qui va vous répondre et qui vous confirmera si cette dette est absolument due, il faut que vous payiez immédiatement, à défaut de quoi l'huissier se présentera chez vous demain. Donc c'est assez facile de se laisser piéger par ce type de message malheureusement et il y en a assez fréquemment. Comment pouvez-vous quand même reconnaître ce type de message frauduleux? Au moment où vous recevez l'appel, il y a toujours ces obligations générales d'identification et d'information. Donc le bureau de recouvrement lui-même doit pouvoir s'identifier très clairement, mais il doit aussi pouvoir très clairement identifier le prétendu créancier qui lui a demandé d'effectuer ce recouvrement. Si jamais vous ne pouvez pas obtenir une information claire, raccrochez immédiatement. Sachez également que toute procédure de recouvrement amiable doit commencer par une mise en demeure écrite. Donc même si au moment où vous recevez l'appel, ils vous disent « vous devez payer en 2 jours, sinon il y a une saisie, l'huissier se présentera chez vous », ça n'a aucune valeur. Le délai de paiement ne peut pas commencer à partir d'un appel. Il ne commence qu'à partir d'une mise en demeure écrite. Un indice aussi, c'est justement ces menaces de saisie immédiate. Un huissier de justice ou une agence de recouvrement légitime ne vous demanderont pas de payer en délai 24 ou 72 heures. Les délais sont plus longs. Si jamais vous recevez de menaces aussi effectives, autant ça met la pression, autant il faut être conscient que ça signifie que ce n'est pas une agence légitime que vous avez en ligne. Il faut également savoir qu'en fait, l'activité de recouvrement des dettes du consommateur est une activité pour laquelle il y a une loi spécifique. Ici, la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur. Je souligne que le relatif est le titre officiel de la loi. Ce n'est pas une faute d'orthographe de ma part. Dans cette loi, il y a des conditions pour exercer cette activité, mais il y a également, à l'article 6, des conditions spécifiques relatives à la mise en demeure. Celle-ci doit contenir certaines mentions précises. Donc vous pouvez, si jamais vous recevez une telle mise en demeure, prendre la loi, prendre la mise en demeure, comparer, est-ce que toutes les mentions s'y trouvent? Si jamais elles ne s'y trouvent pas, a priori, ce n'est pas une mise en demeure légitime. Donc, parmi ces mentions, il y a l'identification complète du bureau de recouvrement qui vous contacte. Il va y avoir son nom, sa dénomination, son adresse, son numéro d'entreprise, son numéro de TVA et son numéro d'inscription auprès du SPF Économie. En effet, les agences de recouvrement de dettes du consommateur doivent être inscrits auprès du SPF Économie et ils reçoivent un numéro au moment de leur inscription. Ce numéro doit se trouver sur la mise en demeure. Les seuls qui ne doivent pas avoir de tel numéro, ce sont ceux qui sont les huissiers de justice et les avocats, parce que ça fait partie de leurs compétences générales.
Il doit y avoir également une identification complète du créancier d'origine. Il doit y avoir son identité, son numéro de téléphone, son adresse et sa qualité. En quelle qualité est-il créancier à votre égard? Il doit y avoir une description claire de l'obligation d'origine qui a donné naissance à la dette. Est-ce qu'il s'agit d'un contrat conclu à telle date, qui portait sur tel produit, sur tel service? Il y a également, toujours parmi les mentions imposées par la loi de 2002, il doit y avoir une description et une justification claire des montants qui sont réclamés. Donc, indiquer le montant qui était dû à l'origine, le capital, les dommages et intérêts pour non-exécution du contrat et les intérêts moratoires, donc les intérêts de retard qui sont réclamés, doivent être très clairement identifiés dans la mise en demeure, de manière séparée. Si jamais il s'agit d'un avocat ou d'un huissier de justice, comme je dis, il n'y a pas de numéro d'inscription pour exercer cette activité, mais par contre, il doit y avoir une mention spécifique en gras et dans un caractère, dans une police distincte du reste de la mise en demeure, qui indique que cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire, assignation au tribunal ou saisie. Puisqu'ils peuvent exercer les deux types d'activités, ça doit être indiqué clairement dans quel cadre ils s'adressent à vous. Et enfin, la loi impose un délai légal minimal donc, de 15 jours avant que d'autres mesures soient prises. Donc d'autres mesures, c'est par exemple la saisie qu'on vous annonce, il doit y avoir un délai minimum de 15 jours pendant lequel vous pouvez payer. Donc, si jamais le délai est moindre, c'est qu'il y a un problème. Et comme je dis, si jamais le délai est de 2 ou 3 jours, c'est un faux bureau de recouvrement. Il n'y a vraiment pas de question à ce sujet. Toujours dans les mentions à vérifier, mention imposée par la loi, les coordonnées de l'autorité de surveillance. Quelque part sur la mise en demeure, si jamais c'est une agence de recouvrement, il va se trouver les coordonnées du SPF Économie. Si jamais il s'agit d'un huissier de justice, ce sera les coordonnées de la Chambre nationale des huissiers de justice. Si jamais il s'agit d'un avocat, ce sera les coordonnées de l'ordre des avocats auquel il appartient. Vérifiez aussi la langue qui est utilisée. Malheureusement, on constate que pour l'instant, dans la majorité des cas, ce sont des agences de recouvrement étrangères, donc le français n'est pas toujours tout à fait adéquat, ou parfois même des personnes francophones reçoivent le message dans une autre langue, et il n'y a pas de traduction disponible. Dans ce cas-là, c'est également un drapeau rouge, certainement un faux bureau de recouvrement. Et enfin, parfois, très souvent, il y a des numéros de compte bancaire étrangers pour payer. Pas toujours, mais c'est un cas assez fréquent et c'est de nouveau un signe que c'est potentiellement une mise en demeure non légitime. Toujours, donc, comment les reconnaître? Sachez que donc, la Chambre nationale des huissiers de justice, pour tout ce qui est des demandes de paiement qui sont envoyées au nom d'un huissier de justice, la Chambre nationale est également assez au courant et elle publie des avertissements sur son site internet et elle a une liste grise pour ce type d'activité et vous avez le lien ici sur le slide. Ce que vous pouvez également faire, c'est vérifier si le bureau de recouvrement est inscrit à la Banque Carrefour des entreprises. Qu'il ait mentionné ou non ce numéro sur la mise en demeure, vérifiez sur la Banque Carrefour des entreprises, le lien est ici, si le bureau de recouvrement existe réellement. Vérifiez également s'il est inscrit auprès du SPF Économie. Comme j'ai dit, si jamais c'est une agence de recouvrement, il est obligé d'être inscrit auprès de notre SPF. Et il y a la liste des agences qui ont effectivement été inscrites, est une liste publique qui se trouve sur notre site. À l'exception à nouveau des avocats, des huissiers de justice et des mandataires de justice, eux ne sont pas obligés d'être inscrits sur cette liste. Comment les reconnaître? En plus de la liste grise des huissiers de la Chambre nationale des huissiers de justice, le SPF Économie a également publié une liste grise avec les bureaux de recouvrement pour lesquels nous avons reçu énormément de plaintes ou pour lesquels nous avons déterminé après enquête qu'ils n'existent pas, que c'est un faux bureau de recouvrement. Ici, vous avez les onglets à suivre pour arriver à la liste. Et alors ici, sur le slide suivant, je vous montre un peu en fait le site du SPF Économie, puisqu'il n'est pas, le SPF et son site ne sont pas toujours très connus, donc c'est ici le site que je vous fais visiter un petit peu. Vous voyez sur la première page, il y a les différents onglets disponibles, dont notamment l'onglet protection des consommateurs dans ce cas-ci. Et vous voyez qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Donc même en dehors d'une escroquerie, si jamais vous avez des questions par rapport à vos droits de consommateur, n'hésitez pas à consulter notre site parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles. Ici, il s'agira d'une arnaque à la consommation. Et parmi celles-ci, vous voyez, on a à nouveau pas mal d'informations sur divers types d'arnaques.
Parmi les formes d'arnaque ici, ça va être une arnaque téléphonique. Parce que souvent, ça commence par un appel téléphonique, c'est pour ça que ça se trouve ici. Et alors là, vous voyez, sous le premier onglet des arnaques téléphoniques, il y a en troisième point, la liste des télévendeurs et bureaux de recouvrement frauduleux. Et vous trouvez en fait sur la même page les télévendeurs, la liste grise des télévendeurs dont je vous ai parlé au début du webinaire, et la liste grise pour les bureaux de recouvrement frauduleux. Voilà, ça vous pouvez facilement la retrouver sur notre site internet. Comment pouvez-vous encore les reconnaître? Donc, il y a quand même pas mal de tips pour les reconnaître. C'est contacter l'agence, huissier de justice ou l'avocat dont le nom est mentionné sur la mise en demeure, rechercher leurs coordonnées sur Google ou plutôt même sur la banque Carrefour des entreprises et contactez-les via ces coordonnées trouvées de manière indépendante. Vérifiez avec eux si cette mise en demeure provient effectivement de leur part. Parce que les usurpations d'identité sont dans ce cas-ci extrêmement fréquentes, en particulier les huissiers de justice. Tous les 2 ou 3 mois, il y a une nouvelle vague d'usurpation d'identité d'un huissier de justice. Conseil un peu plus technique, mais qui est également très intéressant pour déterminer avec certitude qu'il s'agit d'un faux bureau de recouvrement. Vérifiez l'URL du site web qui est mentionné dans la mise en demeure ou de l'adresse email qui vous a envoyé le mail suspect. Donc l'URL de l'adresse email, je vous ai indiqué, c'est la partie ici en rouge. Si jamais c'est une URL qui finit en .be, vous pouvez aller sur le site de DNS Belgium qui gère l'extension .be. Une URL en .eu, allez sur le site de EURI qui gère ces extensions-là. Toutes les autres URL, il n'y a pas une seule autorité, mais vous avez ici 2 sites sur lesquels vous pouvez faire des recherches par rapport à ces URL. Quand vous ferez cette recherche, en fait, vous allez essentiellement avoir le nom de l'hébergeur, pas le nom de celui qui l'a inscrit, donc on n'a pas l'identité de la personne qui se cache derrière ce site web, mais vous aurez le nom de l'hébergeur et surtout vous aurez la date d'inscription de ce site, d'enregistrement de ce nom de domaine, ce qui peut être très intéressant. Si j'ai d'ailleurs des exemples juste après. Donc ça, j'ai dû diviser en deux la page d'accueil, mais c'est un exemple de site web du bureau de recouvrement dont je vous ai montré le mail plus haut. Vous voyez, le site web est en fait uniquement en néerlandais, ce qui est déjà assez étrange puisqu'il s'adresse à vous en français. Et alors, en réalité, il paraît a priori, bien qu'il soit uniquement en néerlandais, très professionnel. Mais il faut savoir qu'il y a pratiquement un template de ce type de site web qui se partage entre les agences de recouvrement. Et donc, si jamais vous voyez quelque chose qui ressemble à celui-ci, si vous le collez l'un après l'autre, il s'agit d'un faux bureau de recouvrement. C'est un template qui se passe les uns aux autres. Et alors ici, vous avez en fait ce dont je vous parlais, donc une recherche WHOIS par rapport sur le site de ICANN, et vous avez ici les résultats. Donc en dessous, dans Contact Information, en fait, c'est les informations de contact de l'hébergeur. Ça ne vous aide pas réellement, mais vous avez ici en fait la date de création du nom de domaine, et c'est le 20 juin 2021. Si vous vous souvenez, le mail avait été envoyé le 22 juin 2021. Évidemment que c'est un bureau de recouvrement qui n'existe pas. Vous pouvez supprimer les mails, et vous êtes tranquille, en fait, tout simplement. Comment pouvez-vous réagir donc, si vous recevez ce type de contact d'agence de recouvrement frauduleuse? Si jamais vous avez un doute, ça paraît très légitime et vous êtes absolument certain que vous vous êtes protégé, vous pouvez contester formellement la dette invoquée, par écrit et de préférence avec un accusé de réception. Pas nécessairement un envoi postal recommandé, mais la plupart des emails ont cette option de demander un accusé de réception, donc activez cette option. Et ici, via le lien, vous avez un modèle de lettre par lequel vous pouvez contester ce type de demande. Ce que vous pouvez faire également, si jamais il y a le nom d'un huissier de justice ou d'un avocat qui a été utilisé, à nouveau via les coordonnées que vous aurez trouvées de manière indépendante, via la banque Carrefour des entreprises par exemple, vous pouvez les contacter pour les prévenir. Ah ben j'ai reçu un email en votre nom, je suis certain que cet email ne s'adresse pas réellement à moi, que c'est un faux, mais c'est utile qu'ils soient au courant pour pouvoir prendre des mesures de leur côté. Si jamais, néanmoins, vous restez harcelé par téléphone, par le bureau de recouvrement, ça arrive qu'ils continuent à rappeler les consommateurs, bloquez tout simplement le numéro. Au-delà de ne simplement pas décrocher, bloquez ce numéro. Et si jamais vous l'estimez nécessaire, vous pouvez éventuellement contacter votre opérateur téléphonique pour voir s'il peut prendre des mesures de son côté. De même, les emails, si jamais ils continuent à vous envoyer des emails, la plupart des services de gestion de boîte mail permettent de bloquer les expéditeurs. N'hésitez pas à simplement bloquer cet expéditeur, vous aurez la paix.
Toujours comment réagir? Là, ce sont les mêmes conseils qu'auparavant. Donc, en cas de paiement ou si jamais vous avez communiqué vos informations bancaires, prévenez immédiatement votre banque, appelez CarteStop et ou contestez les transactions qui ont été faites par carte de crédit via le site macarte.be. Si jamais vous avez perdu de l'argent, vous vous êtes laissé piéger, malheureusement, déposez plainte auprès de votre police locale. Et surtout, très intéressant pour nous, introduisez un signalement via notre point de contact dont le lien est ici. Il ressemble à ceci, donc j'ai répété le lien sur le slide et j'ai à nouveau fait une petite vidéo de visite du site pour vous montrer comment il fonctionne, ce qui n'est pas nécessairement suffisamment connu du côté francophone du pays, et c'est un peu dommage parce que c'est très utile. Oui, c'est très utile parce que ici, je parle uniquement d'arnaque et de fraude, mais en fait, vous pouvez signaler tout cas où vos droits en tant que consommateur ou en tant qu'entreprise n'ont pas été respectés. Si vous aviez un droit et que votre co-contractant ne l'a pas respecté, n'hésitez pas à introduire un signalement via notre point de contact. Donc voilà, vous devez lire les conditions d'utilisation, je ne les ai pas utilisées, enfin, je ne les ai pas affichées, mais vous pouvez les accepter. Vous voyez qu'il y a aussi l'option pour modifier un signalement qui a déjà été fait, ce qui peut être éventuellement intéressant pour le compléter le cas échéant. Voilà, donc si jamais vous êtes il y a des infobulles pour vous aider à identifier ce que vous devez sélectionner. Ici, ce sera simplement un particulier qui agit contre une entreprise. Voilà, continuez. Et alors voilà, vous avez ici différentes thématiques sur lesquelles on a regroupé les différents scénarios de fraude ou de non-respect des droits du consommateur dont on a connaissance. Pour le bureau de recouvrement, ça va être sous le scénario général des demandes de paiement, une demande de paiement qui vous pose problème. Et là, vous voyez, premier, lettre de mise en demeure d'une agence de recouvrement, d'un avocat, d'un huissier de justice. Mais il y en a également d'autres que vous voyez ici sous cet onglet. Et voilà. Ce que je voulais aussi indiquer, c'est qu'en fait, donc, il y a plusieurs thématiques générales sur la première page, mais en fait, si jamais vous avez par exemple sous livraison non sollicitée, le même scénario s'y trouve. Donc un scénario qui correspond à plusieurs thématiques a été indiqué sur les plusieurs thématiques pour essayer de rendre ça aussi accessible que possible. Et alors, chaque fois, il y a effectivement une petite description du scénario pour vous aider à les identifier. Et voilà. C'est comme ça que ça se présente, c'est simplement une suite de petites questions-réponses les unes à la suite des autres, qui sont faites. C'est assez facile d'utilisation. Et ce que je tenais également à souligner, que lorsque vous introduisez un signalement ici via le point de contact, c'est très intéressant pour nous, c'est à la fin, vous avez la possibilité d'ajouter des annexes. Donc si jamais vous avez fait un paiement, ajoutez une preuve de paiement. Si jamais vous avez reçu un email, n'hésitez pas à ajouter une copie de l'email pour qu'on ait un maximum d'informations pour mener notre enquête. Sachez également que c'est un signalement pour que nous puissions mener une enquête à l'égard d'une entreprise réellement, mais ce n'est pas un mode de règlement du litige que vous avez avec l'entreprise. Ce sont deux domaines un peu différents qui sont également expliqués dans les réponses automatiques. Et vous aurez des trucs et astuces dans la réponse automatique que vous recevrez à la fin du signal. Voilà, pour le cœur de la présentation, c'est fini. Ce que j'espérais faire, c'est un petit quiz avec vous tous si vous voulez bien y participer. Sur le slide suivant va s'afficher une demande de paiement qui a été reçue par quelqu'un. Et ce que je vous demande, c'est simplement de m'indiquer s'il s'agit d'un recouvrement légitime ou non. Vous voyez ici, il y a un lien ou un QR code qui vous permet d'accéder au site via lequel vous pouvez répondre. Je propose de vous laisser une minute pour tenter de regarder un petit peu la demande de paiement et pour y répondre. Donc, oui. J'ai le temps ici de l'écoulement du webinaire, donc dans une minute. 40 secondes maintenant. C'est tout à fait dans les temps, il n'y a pas de souci. Donc, nous avons le temps de participer en tout cas à votre jeu. J'espère que ça fonctionne à votre question en tout cas. Donc, j'espère que ça fonctionne pour tout le monde. J'espère aussi. Ah, j'ai reçu 2 réponses en tout cas. Ah, voilà. C'est un début. C'est un début. Voilà, donc il vous reste 15 secondes. 5 secondes. Voilà, voilà. Si je regarde maintenant les réponses qui sont parvenues, le temps est écoulé.
Les réponses qui sont parvenues, je ne suis pas sûre de comment vous les publiez, mais je vois ici sur l'écran que j'ai reçu 8 personnes qui ont dit que la demande était légitime et 4 personnes qui ont répondu que ce n'était pas légitime. Et ici, dans le chat, il y a donc encore 5 personnes qui ont également considéré que ce n'était pas légitime. Si je les additionne, ça fait 8 qui disent que c'est légitime et 9 qui disent que ça ne l'est pas. En réalité, petit corrigé, j'ai voulu vous prendre à contre-pied, cette demande de paiement parvenait effectivement d'un bureau de recouvrement légitime qui est effectivement inscrit auprès du SPF Économie pour cette activité. Mais comme vous l'avez identifié, il y a plusieurs éléments qui posent problème dans cette mise en demeure. Donc il y a des éléments positifs puisque la créance d'origine est indiquée, ici en général, mais ici il y a également le détail de la facture qui est concerné. Il y a ici le détail précis des montants qui sont réclamés. C'est aussi également un peu difficile parce que j'ai dû anonymiser une grande partie, donc je peux comprendre que ça peut être compliqué. Ici, il y avait l'identité complète du créancier. Il y a les coordonnées du SPF Économie ici en dessous. Donc, voilà, c'était bien un bureau de recouvrement légitime, mais il y a, comme vous l'avez souligné, des problèmes. Il n'y a pas le numéro d'entreprise, potentiellement disparu parce que j'ai dû l'anonymiser. Et vous voyez qu'ici, c'est dans les 8 jours. Comme j'ai indiqué, dans le délai indiqué dans la loi, c'est minimum 15 jours. Voilà. Parfois, il s'agit d'un bureau de recouvrement légitime qui pose également un petit peu problème. Ça arrive qu'il fasse des erreurs également. On a presque fini. Je vais finir par quelques recommandations assez générales. Mieux vaut prévenir en fait que guérir pour les escroqueries. Ce que je vous invite à faire, c'est d'être malheureusement constamment vigilant. Comme le greffologue il disait, il faut être vigilance constante, en particulier sur Internet, mais également lorsque vous êtes contacté sur votre téléphone. Quand vous êtes sur Internet et que vous avez une application, un concours, n'importe quoi qui est gratuit, sachez que vous êtes le produit. C'est vos informations personnelles qui sont utilisées, votre numéro de téléphone est acheté, votre adresse email est achetée et revendue à des entreprises légitimes, autant qu'illégitimes. Ils ne font pas nécessairement d'enquête sur les personnes qui achètent ce genre de données personnelles. Il n'y a pas besoin de hacking pour pouvoir obtenir de telles données. Donc, vous, de manière préventive, vous pouvez vous inscrire sur la liste Ne m'appelez plus. Et alors, toute offre de vente, tout concours, tout sondage en ligne auquel vous pensez participer, lisez attentivement les conditions générales. Est-ce que vous pouvez identifier l'entreprise qui est concernée? Est-ce qu'elle vous indique clairement à quoi elle va utiliser vos données personnelles? Si jamais c'est une offre, quel est le prix? Quels sont vos droits quelles sont les modalités d'exercice de votre droit de rétractation? Si jamais vous avez le moindre doute, n'acceptez simplement pas l'offre, même si jamais elle est très avantageuse, en particulier si elle est extraordinairement avantageuse, méfiez-vous. Vérifiez donc, comme j'ai dit, toujours que l'entreprise est clairement identifiée, y compris son numéro d'entreprise, parce que cette obligation-là, ça vaut autant sur leur site web personnel que sur les offres qu'ils vous envoient, que lorsqu'ils vous appellent par téléphone, mais également, par exemple, sur une page Facebook. La page Facebook d'une entreprise doit indiquer les mêmes informations qui se trouvent sur son site Internet. Vérifiez également la réputation de l'entreprise ou du site ou du concours sur des moteurs de recherche en ligne. Évidemment, j'imagine que vous savez, il ne faut pas se fier aux reviews sur le site même, il faut chercher des reviews qui ont été données sur un site indépendant. Et alors, consultez régulièrement l'historique de vos transactions sur les comptes et cartes bancaires. Ça reste utile. C'est très bien que vous soyez en ordre par rapport à vos propres paiements, mais vérifiez régulièrement que vos comptes n'ont pas été obtenu en fait par des escrocs qui en profiteraient. Un abonnement caché ne vous ruinera pas, mais ça reste 20, 30, 40, 50 € par mois qui sont débités indûment. Ça vaut la peine de réagir. Dans mes petites remarques finales, donc ici j'ai des liens avec des conseils spécifiques sur les phénomènes que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc il y a des liens vers la page sur le recouvrement de dettes et vers les arnaques téléphoniques sur le site du SPF. Et alors on avait fait une campagne de communication Éviter les pièges, dont un des thèmes, ce sont les fausses agences de recouvrement. Vous avez le lien vers ce thème-là ici. Il y a notamment le modèle de lettre de contestation de dette et dans la foire aux questions sur cette page-là. Et alors, de manière générale, en fait, il y a donc de la campagne générale Éviter les pièges avec les fausses agences de recouvrement, les webshops frauduleux et les fausses personnes ou organisations. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça ne l'est pas.
Ça, c'est une campagne de communication particulièrement autour des escroqueries, fraude à l'amitié, arnaque à l'investissement et arnaque aux crypto-monnaies. Et alors, pour finir, je vous recommande de nous suivre en fait tout simplement sur Facebook parce que l'inspection économique a sa page Facebook Marnac pour la partie française sur laquelle on publie assez régulièrement des avertissements concernant les phénomènes ou les webshops parfois ou des phénomènes pour lesquels on reçoit beaucoup de plaintes. Voilà, c'est à peu près tout. 46 minutes, je suis très fière de moi. La parole est à vous. Parfait, Madame Ilson. En tout cas, un tout grand merci pour toutes ces informations très claires et très complètes. Alors, au niveau des questions donc, qui nous ont été soumises au niveau de la conversation, nous en avons une qui revient en fait sur les possibilités de recours et de droits du consommateur lorsque des mails frauduleux sont stockés dans les spams et que la date de refus, je pense que la personne envisage les contrats qui sont ainsi conclus et proposés, que la date de refus donc, est expirée. Quels sont à ce moment-là les recours les possibles, en tout cas pour le consommateur? Alors, je dirais que la première chose à faire, c'est de quand même refuser expressément par email. Malheureusement, en fait, ces cas-là sont très généralement, je dirais, dans 90% des cas, en fait, une fausse offre qui est dans le cadre de ces agences de recouvrement qui vous recontacteront des mois plus tard. Il arrive que des consommateurs aient effectivement fait le refus expressément par email comme demandé, dans les délais requis, et qui reçoivent quand même la demande de paiement d'une agence de recouvrement des mois plus tard. Donc, même si le délai est passé, refusez par email. Éventuellement, si vous pensez que cette entreprise est effectivement légitime, vous l'avez recherchée sur Internet, elle existe. Il y a peut-être des reviews qui indiquent que d'autres consommateurs ont eu des petits problèmes par rapport à ce contrat tacite. Et alors, dans ce cas-là, contactez l'entreprise pour mettre fin au contrat. Si jamais c'est une entreprise légitime, il y aura quand même des modalités de mettre fin au contrat. Vous n'êtes pas tenu sine qua non. Mais très généralement, en fait, il s'agira de toute façon de la première étape pour un futur contact par une fausse agence de recouvrement. Opposez-vous quand même, malgré l'expiration du délai. Merci beaucoup. Et alors, dernière petite demande, personne demande en fait si elle rencontre un problème avec un bureau de recouvrement, légitime ou pas. Est-ce qu'il est possible de vous contacter afin de soumettre finalement le problème à votre avis? Alors, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, enfin, le plus simple en fait pour nous, c'est d'introduire un signalement via le point de contact, parce que ce sera effectivement, ça parviendra à nos services. C'est une plateforme qui regroupe les signalements et qui le redistribue à chaque service compétent, donc ça nous parviendra. Et vous recevrez en réponse des conseils, et il y a également une adresse email générique sur laquelle vous pourriez envoyer des questions si vous avez des questions complémentaires après avoir soumis votre signalement. Un tout grand merci. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne vois plus de questions au niveau donc, de la conversation. Je pense voilà, que tout a été particulièrement clair et complet au niveau de votre intervention. En tout cas, on vous remercie grandement pour votre collaboration finalement à ce webinaire, ainsi que Monsieur Nadirou. On remercie également Dorian et Sylvie donc, pour l'organisation et l'appui technique de ce jour. Enfin, merci à vous tous d'avoir participé donc à ce webinaire. Alors pour rappel, donc le PowerPoint et l'enregistrement donc vous seront transmis dans le courant de la semaine prochaine donc par mail. Ils seront également disponibles sur le site de l'OCE. Certains ont rencontré des petits soucis donc avec la vidéo, mais on remettra également donc le lien de la vidéo donc dans l'envoi du mail. Les personnes Pardon, elle se trouve également sur le PowerPoint que vous avez envoyé. Voilà, j'ai un peu modifié pour que le lien de la vidéo s'y trouve également. Donc, vous aurez des moyens d'y accéder, en tout cas, et de repasser donc, la vidéo. Les personnes qui souhaitent une attestation de participation, merci de nous la demander par retour d'email via toujours l'adresse info@observatoire-crédit.be. Nous, pour notre part, nous vous donnons rendez-vous prochainement pour d'autres webinaires sur la problématique donc, des arnaques. Nous vous invitons à vous y inscrire via le site donc, de l'OCE, où vous trouverez donc, toutes les informations utiles. Attention qu'il faut procéder donc, pour chaque à une inscription pour chaque nouveau donc, webinaire. Voilà, mais encore un tout grand merci. Belle fin de matinée donc, à toutes et à tous et surtout prenez bien soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.